Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021 et vous écoutez le 8e épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on reçoit deux photographes, Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet, pour parler de l'exercice du documentaire photographique et comment les appareils type moyen format permettent une écriture singulière pour les réaliser. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. C'est parti, 8e épisode de cette 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo? Salut Arthur, écoute, je suis heureux de sortir un petit peu du matos. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et de la vidéo, j'en pouvais plus. Donc je suis content. On prend nos stylos là et on va rédiger un petit peu des histoires autour de la photographie, des longues histoires. Et pour ça, on est accompagné de deux photographes que je vais m'empresser de présenter tout de suite. Je vais commencer par toi, Florence. Alors Florence, tu es photographe professionnelle, autrice photographe. Tu as été formée à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en section photographie. Tu travailles régulièrement dans les domaines de l'architecture, du patrimoine et de la science. Tu réalises un travail sur commande pour la presse, comme par exemple pour Polka ou le Nouvel Observateur, ou directement auprès d'entreprises et institutions, comme par exemple là encore LVMH, Terre d'Aventure ou Bouygues. Tu signes le travail photographique Gardien du temps, au travers duquel tu questionnes les évolutions de la science et la place de l'homme dans la nature, avec des photographies réalisées à l'Observatoire du Mont-Égual, la dernière station météorologique de montagne habitée en France. Ce projet a été exposé au Forum international de la météo et du climat, aux promenades photographiques de Vendôme, à l'imagerie de Lannion et au Vannes Photo Festival. Ce projet prend également la forme d'un beau livre publié aux éditions de Juillet. Bonjour à toi Florence, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Arthur, merci. Et pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir en vrai pour la première fois le grand, l'immense Jean-Christophe Béchet, que vous avez déjà entendu en capsule au cours de la saison 1. Si ma mémoire est bonne, alors Jean-Christophe, tu es également auteur-photographe et tu es représenté par la Galerie des photographes à Paris. Depuis le début de ta carrière, tu as publié plus de 20 beaux livres et initié plusieurs séries comme Les Carnets ou French Town. Dans ton dernier livre, URSS été 1991, Chronique de fin d'Empire, tu proposes des photographies et des textes réalisés il y a 20 ans. Tes photographies ont été montrées au public dans plus de 60 expositions et de prestigieux festivals comme les Rencontres d'Arles ou le Mois de la Photo à Paris. Parallèlement à ton travail de photographe, tu réalises très régulièrement des conférences et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, dont le dernier, Acquérir une culture photographique, publié cette année chez Erol. Bonjour à toi Jean-Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous tous. Les présentations sont faites. On commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony dévoile la seconde génération de sa caméra de cinéma Venice. C'est reparti pour le Nikon Film Festival et la 24e édition du Festival de Montier-en-Der ouvre ses portes. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Hasard de calendrier. Après notre émission dédiée à la vidéo ultra haute définition la semaine dernière, avec le témoignage de Philippe Brelot et son usage de la 6K avec la caméra de cinéma Venice, voilà que Sony dévoile la seconde génération de sa caméra qui est désormais capable de produire des séquences en 8,6K. La Sony Venice 2 exploite un nouveau capteur 24-36 mm offrant une dynamique de capture de 16 IL, le double ISO natif et un système de filtre de densité de 8 IL intégré. La caméra est plus compacte, plus légère et propose l'enregistrement en interne de séquences jusqu'au 8,6K à 30 images par seconde, 8,2K à 60 images par seconde et 5,8K à 90 images par seconde. La caméra inaugure aussi un nouveau système de remplacement de capteurs et peut aussi fonctionner avec un bloc 6K Super 35 mm, celui du modèle actuel. La Sony Venice 2 et son nouveau bloc 8,6K sera disponible en février 2022. Aucune information sur le prix pour le moment. C'est reparti pour le Nikon Film Festival. Le thème de la 12e édition de l'incontournable festival de court-métrage est
un rêve. Les participants ont jusqu'au 25 janvier 2022 pour soumettre leur film original d'environ 2 minutes en Full HD et tenter de faire partie des 50 finalistes pour espérer remporter l'un des 10 prix décernés. Sont en jeu des dotations en matériel, des bourses de résidence, des opportunités de projection et de diffusion et des prestations techniques. Les lauréats seront annoncés à l'occasion d'une grande cérémonie de remise des prix prévue en avril prochain. La participation à cette compétition est gratuite et se fait en ligne sur le site du festival. Et enfin, pour terminer, aujourd'hui s'ouvre la 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature à Montier-en-Der. Cette année, pas moins de 100 expositions sont proposées au public, avec de grands noms de la photographie animalière et de nature, comme par exemple Laurent Baheux, qui sera à nos micros dans quelques semaines, Laurent Balesta, le lauréat du dernier Wildlife Photographer of the Year, Kyriakos Kaziras, le parrain de cette édition. Seront projetés également en avant-première le film La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, ainsi que Legacy de Yann Athius Bertrand. Le festival propose également un important cycle de conférences et un village des marques dans lequel il est possible de prendre en main et tester les derniers boîtiers et optiques du moment. La 24e édition du Festival international de la photo animalière et de nature, c'est jusqu'à samedi prochain à Montier-en-Der dans le Grand Est. Bon bah voilà pour l'actu. Benjamin, cette semaine, on voit que les annonces de matos se calment en cette fin d'année. C'est aussi un mois qui est extrêmement culturel, notamment à Paris avec le mois de la photo et Paris Photo qui vient de fermer ses portes. Tu y es allé, Benjamin, à Paris Photo ? Oui, mais j'y ai fait un petit tour très rapide pour voir les éditeurs de livres, parce que c'est un peu ma passion, ma marotte à titre perso. Et puis là, on prépare le dossier beau livre de fin d'année, n'est-ce pas, Jean-Christophe ? Absolument. Je crois que tu n'y es pas étranger, donc moi j'ai fait un petit peu la tournée des éditeurs. J'en profite pour parler du prix HIP, qui remet chaque année, normalement à l'occasion du Salon de la Photo, 12 prix à 12 lauréats dans diverses catégories de livres photos. Et cette année, parmi les lauréats, on trouve Sidewalk de Franck Orva, mais qui a été publié post-mortem par sa fille, notamment aux éditions Xavier Barral, enfin Atelier EXB désormais, et Monica aux éditions La Main Donne aussi. Enfin, c'est des éditeurs qu'on suit, qu'on aime beaucoup. Donc ça mérite d'être salué. Et allez regarder un petit peu les 12 lauréats sur le site dédié, ça vaut le coup d'œil. Florence, tu as participé au prix HIP avec ton livre là qui vient de sortir ou qui va sortir très prochainement ? Non, je pense que... Enfin, je connais pas vraiment les modalités du prix, mais je pense qu'il faut que le livre soit déjà sorti, donc ce sera peut-être l'année prochaine. Ok, ça marche. Ah oui, tu peux conclure, il y a même l'auto-édition qui peut être... Les gens qui auto-éditent leurs livres peuvent postuler. Voilà, il y a souvent un jury de spécialistes qui participent. C'est un bel événement. Toi, un mot, Jean-Christophe, tu as pu faire un tour à Paris Photo ? C'est-à-dire que c'est toujours une période où il y a déjà beaucoup de choses à Paris, puisque même si maintenant il n'y a plus vraiment le mois de la photo en tant que tel, il y a énormément d'expositions, de manifestations sur la photo, et c'est vrai que... Il y a une expo en ce moment à voir à Paris en particulier ? Il y a une expo qui vaudrait le coup à tes yeux ? Toi, tu as vu En fait, il y a énormément d'expos dans les lieux principaux, un peu patrimonial, quoi. Mais moi, j'invite surtout d'aller faire les tours dans les galeries. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est qu'on peut rentrer dans les galeries, c'est gratuit, on se promène dans le quartier du Marais ou dans d'autres quartiers. Voilà, c'est assez agréable. Et j'aime bien l'idée d'aller voir aussi des choses qu'on ne connaît pas forcément, plutôt que d'aller voir forcément l'événement à la MEP ou au Jeu de Pommes, c'est bien d'y aller, évidemment, ou Viviane Meyer au Luxembourg. Je crois qu'on va en reparler un petit peu après. Mais j'aime bien l'idée, moi, quand j'ai des amis qui viennent, là, j'ai des amis souvent qui viennent au mois de novembre à Paris, je dis écoutez, on part et on fait 2-3 rues dans le 3e, 4e arrondissement et on va voir ce qu'il y a dans tous ces lieux. On a la chance de pouvoir y rentrer et de voir souvent des œuvres intéressantes et des fois des découvertes. Et j'aime bien cette idée d'aller un peu au hasard. Et du coup, tu disais que le mois de la photo n'existait plus vraiment ? Ce qu'on appelait le mois de la photo avant, qui était un peu organisé par la Maison européenne de la photo, n'existe plus en tant que tel. D'accord. Donc il y a Photo Days qui a repris un peu cette idée d'une autre façon. Ouais. Il y a plusieurs manifestations, il y avait 3-4 salons là en même temps. Il y a pas dans Paris Photo, donc voilà, de même. Donc ça bouge un peu. Il y a plus l'idée, il y a plus le mois de la photo qui était fédéré avec ce parcours qui était super. Ce côté officiel qui était fédéré par la Maison européenne de la photo n'existe plus depuis quelques années, quoi. Et Photo Days est un peu un essai de renouer avec ça d'une autre façon, mais qui n'est plus du tout piloté par la MEP.
On passe à la suite. Benjamin, c'est le temps, le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, tu reviens sur l'incroyable histoire de la photographe Viviane Maier. Qui était réellement Viviane Maier ? Une partie du mystère a été levée en 2013 dans le documentaire « À la recherche de Viviane Maier ». John Maloof, le réalisateur, a lui-même découvert par hasard le talent de cette photographe amateur à l'occasion d'une vente aux enchères à Chicago en 2007. Le jeune homme débourse alors $380. Il repart avec un carton rempli d'archives. Subjugué par la qualité des images, après avoir sciemment trié et numérisé les négatifs, il cherche à connaître le nom de cette photographe anonyme dont le talent ne fait aucun doute à ses yeux. Il recueille des documents et faits personnels. Grâce à des factures, il finit par découvrir son identité en 2010. Il apprend qu'elle est décédée 1 an plus tôt. Au fil des entretiens avec des personnes l'ayant connue et des images collectées, il esquisse le portrait d'une femme secrète, intelligente, curieuse et engagée, qui a vécu une partie de son enfance en France. Solitaire, elle a consacré le plus clair de sa vie à la garde d'enfants, notamment dans la famille Gainsbourg, à Chicago. Lorsqu'elle visionne le documentaire pour la première fois, la généalogiste américaine Anne Marks est à la fois fascinée par le personnage, mais elle est également surprise, malgré l'ampleur des recherches, des nombreuses zones d'ombre qui subsistent. After I watched it, I just couldn't get it out of my head. I was very surprised that even though they had all hired genealogists, après avoir vu le documentaire, je n'arrêtais pas d'y penser. J'étais très surprise que les généalogistes, malgré les 7 ans de recherche aux côtés du réalisateur John Maloof, n'aient pas été capables de mettre en lumière toute l'histoire de Viviane Maier. Il y a eu un peu d'indices sur son passé en France, beaucoup sur sa vie à Chicago, mais rien n'expliquait les raisons de son intérêt pour la photographie, ni ce qu'elle ressentait. And they all use different adjectives to describe her. Like one would say she was warm, one would say she's cold. Les seules personnes qui pouvaient parler d'elle étaient ses employeurs et ses connaissances à Chicago. Ils employaient des adjectifs totalement contradictoires pour la décrire. It's really interesting to look at them all at once, and that's how I opened the book. J'ai choisi d'ouvrir le livre sur ce point. Comment une personne peut être tout cela à la fois ? Je n'avais jamais vu cela auparavant. Parmi les quelques 140 000 images découvertes, il existe de nombreux autoportraits de Viviane Maier. Ils dévoilent un caractère quelque peu excentrique, parfois, et sèment le trouble sur son identité. I think she wanted to play around with her identity because there's very different self-portraits. For instance, the first ones, not from France, but I guess the second one. Je pense qu'elle voulait semer le trouble sur son identité. Il y a énormément de différences d'un portrait à l'autre. Par exemple, ce prix à New York, alors qu'elle était très active, la présente comme une photographe avec son appareil. Elle l'a beaucoup moins fait par la suite. Plus tard, elle apparaissait avec un visage sombre. Ses autoportraits devenaient des ombres d'elle-même. Ils étaient finalement des révélateurs de son état d'esprit à différents moments de sa vie. Les auteurs-portraits ont joué un rôle déterminant dans son parcours. Dans le documentaire, la photographe Marie-Hélène Marc, découvrant l'œuvre de Viviane Maier, loue son sens de la lumière, de la dérision parfois, ainsi que ses photos d'enfants. Elle compare certains clichés à ceux de Robert Frank ou Diane Arbus. D'autres observateurs moins tendres ont pointé un manque d'originalité. Pourtant, selon Anne Marks, la nounou photographe a bel et bien forgé son propre style et ne doit rien à personne. A talk with Joel Meyerowitz about this. In Vivian's case, because I saw all 140,000 photos, J'ai échangé avec Joel Meyerowitz à ce sujet. J'ai vu les 140 000 photos qu'elle a prises. Je sais précisément ce qu'elle faisait chaque jour. En aucune façon, sur ces clichés, elle a cherché à reproduire le travail ou le style d'un autre photographe. Évidemment, elle prenait des informations, se renseignait, mais toutes ces photos venaient d'elle-même. Elle ne copiait personne.
Au travers de son enquête très documentée, Anne Marks prouve que Viviane Maier recherchait, d'une certaine façon, à être reconnue en tant que photographe. Aurait-elle pour autant souhaité que sa vie soit exposée de la sorte? Well, I thought about it because I wouldn't have done this if I really thought she would have hated it. I am of the opinion that she would have Je me loved suis posé la this. question. Vivian was Je n'aurais jamais mené obsessed cette with enquête celebrities. si j'avais pensé She qu'elle aurait loved pu them. She désapprouver la photographed démarche. every celebrity Au contraire, that you je could pense think qu'elle of aurait in the adoré 50s, cela. 60s, 70s, and Viviane early était 80s. obsédée par les I mean, she stars. went all out of her Elle les way. aimait, She elle photographiait stalked, toutes les film célébrités en sets. vogue She dans les burst années into 50 people's et dressing 60 rooms. I mean, she jusqu'au was a début des real années 80. paparazzi. Elle So épiait with les this plateaux de interest in tournage, s'immisçait dans les loges, would she comme les really hate paparazzi. to be a celebrity herself? Avec You une telle know, fascination maybe pour les not. She célébrités, was very aurait-elle fatalistic. refusé d'être Like, elle-même sur le she devant de thought la once you're scène? dead, you're gone. Peut-être pas. And Elle it's était for très everybody else fataliste. to worry about. And Une fois she's que made vous êtes several décédé, references to tout ce that. qui vous So concerne I don't incombe think aux she was autres. really worried about what was going Ainsi, to happen to her je world ne one pense way or the pas other. qu'elle You know, était she préoccupée of par la course manière didn't dont leave il any fallait gérer directions. les choses So après I sa think, mort. you know, I came to the conclusion Elle n'a after laissé really aucune instruction. understanding everything that J'en that suis she would have arrivée à la been conclusion with it. qu'elle And aurait she thought she approuvé was cette very enquête. talented, by the Au way. passage, il faut souligner qu'elle se trouvait elle-même très talentueuse. Et on remercie évidemment Sandrine Dipa pour la traduction. Alors Benjamin, c'est pas le seul livre qui sort sur Viviane Maier et cette incroyable histoire, et il y a une expo aussi en ce moment. Ouais, il y a l'expo au musée du Luxembourg, Jean-Christophe en a parlé juste avant, donc qui se déroule jusqu'au 16 janvier prochain. Et il y a un bouquin qui est sorti en septembre, signé Françoise Perron, qui est l'ancienne présidente de l'association Viviane Maier en France, qui est paru aux éditions Locaux. Et d'ailleurs, j'ai vu ton nom dans les remerciements, Jean-Christophe. Tu as participé un petit peu à l'ouvrage ou... Oui, je me suis intéressé à Viviane Maier un peu par hasard et je suis assez proche de l'association Viviane Maier et le Champsaur, donc c'est près de Gap, son village natal. Donc chaque année, je fais un stage là-bas sur les traces de Viviane Maier. Et il se trouve que donc Françoise effectivement m'a fait relire son texte au début, et c'est moi qui l'ai mis un peu en contact avec Loco, qui est l'éditeur de mes livres photos. Et donc voilà, c'est un livre vraiment intéressant parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en français sur l'épopée de Viviane Maier, et elle est quand même à moitié française, en tout cas en grande partie, et elle est d'ailleurs plus célèbre en France qu'aux États-Unis, où elle a une notoriété vraiment moindre. Donc voilà, c'est une histoire assez intéressante pour plein d'aspects. On ne va pas développer ici, parce que je pense que je pourrais faire 3 heures sur Viviane Maier. Ah, mais en fait, ça fait une émission dédiée à Viviane Maier, je pense. Ça mériterait, parce qu'il y a vraiment un fantasme fou autour de cette personnalité. Elle est folle, cette histoire. Elle est folle. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entrées possibles, quoi. C'est à la fois l'amateur qui est redécouverte, c'est à la fois la femme photographe, c'est à la fois une enquête photographique fascinante. C'est presque un roman policier après pour rechercher les héritiers. Il y a le marché de l'art qui rentre à l'intérieur. Moi, ce que je trouve important, c'est simplement qu'on a vu longtemps un film sur Viviane Maier qui l'a présentée un peu comme une femme un peu excentrique, un peu difficile, un peu acariâtre, et qui, à mon avis, était relativement faux. C'est une part de sa personnalité, sans doute, à la fin de sa vie, et que là, on est en train de la réhabiliter. Pour moi, j'ai toujours dit qu'elle était une photographe normale, en sens qu'elle est curieuse, elle est engagée, elle est un peu bizarre, elle est un peu originale, elle a envie de faire plein de choses. Elle a pas été reconnue, elle n'a pas été connue, mais je pense qu'elle a effectivement essayé de montrer ses photos. Après, il y a beaucoup de photographes qui sont dans ce cas-là. Et ce qui est fascinant, c'est toute l'histoire qu'il y a de sa vie, sa quantité de photos. Elle a fait des films, elle a fait du cinéma assez tôt, elle a enregistré des sons. On a tout ça, et c'est assez incroyable de voir tout ce qu'elle a fait tout en étant amateur. Et puis la qualité des photos par rapport au livre de Anne Marks, ce qui est intéressant entre les deux livres, on peut lire les deux. Celui de Françoise est plus succinct, plus factuel. Celui d'Anne Marks, c'est vraiment une enquête, c'est presque une enquête policière, comme tu le disais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les photos qui soutiennent un peu le texte et qu'il y a une résonance entre le texte, et on voit les photos de Viviane Maier. Est-ce que toi, ça te parle, Florence, l'œuvre de Viviane Maier? Tu la connais un petit peu? Oui, moi je l'ai découverte avec surtout le film que j'ai vu, effectivement, qui est le premier, je pense, le premier média qui a fait connaître un peu son travail. Alors, moi je trouve que cette histoire, ça laisse songeur sur le nombre de talents cachés bah oui. que peut abriter la planète, parce que... moi, alors je connais moins bien l'histoire que Jean-Christophe, mais effectivement, je pense que vu son milieu et là où elle était, je ne sais pas vraiment si elle a eu le loisir d'échanger sur son travail comme nous on peut le faire
en étant professionnelle, en ayant une famille professionnelle. Je pense qu'elle était assez isolée. Je sais pas si les tentatives de faire connaître son travail, je sais pas ce qu'elles ont été réellement, mais du coup, c'est vrai que ça pose question, quoi, sur ce qu'il peut y avoir comme ça de travaux de gens qui étaient un petit peu à la marge et qui ont fait des choses incroyables et puis très avant-gardistes aussi, parce que elle a quand même des images assez fortes et assez modernes, quoi, dans sa manière d'aborder la photo de rue. Je trouve que on n'a pas beaucoup vu ça, finalement. Oui, surtout, je vais juste rajouter un petit point. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est à la fois une photographe assez inconnue, son histoire est une énigme, mais c'est peut-être la photographe dont on connaît le mieux l'œuvre d'une certaine façon, parce qu'on a toutes les planches contact. Donc c'est assez rare que pour un photographe, on voit que la partie qu'il a sélectionnée, immergée, donc on voit peut-être 1% de son œuvre. Et c'est vrai qu'elle, ils ont développé eux-mêmes les films, ils ont toutes les planches contact. Donc en fait, on voit aussi qu'elle a raté assez peu de photos finalement. Enfin, on voit plein de choses sur elle. Finalement, c'est une sorte d'archéologie. On connaît tout de sa photographie, alors que pour tous les autres photographes, on connaît que la petite partie qu'ils font émerger. Ce qui est intéressant en plus, du coup, alors évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui a fait le buzz aussi, c'est ce travail d'enquête. Mais c'est comment reconstruire une personnalité par fragments et notamment par justement cette intimité photographique de voir ses planches, de voir comment elle a un peu construit son travail. Et c'est ça qui est un peu fascinant dans le documentaire, c'est petit à petit toutes ces choses qui arrivent sur elle, un peu comme tu disais, contradictoires, les enfants qu'elle a gardés qui témoignent parfois, on a l'impression qu'elle est... Oui, c'était une nounou, c'est une nounou photographe, comme elle la surnomme Anne Marks, mais c'est ça, et qui par contre ne partageait pas ses secrets de photographe. Les gens la voyaient avec un appareil autour du cou, mais elle ne partageait pas à ce moment-là de sa vie, en tout cas, ses images, et donc pour les gens, c'était presque une surprise de découvrir ça. C'est peut-être ça qui fascine aussi, cette part de secret qu'elle avait. Alors, je vais peut-être demander à ma nounou si elle fait de la photo. Ça se trouve, c'est aussi une Viviane Maier à sa fois. Tu peux essayer d'espionner son compte Instagram, c'est bon. Ouais, ça a moins de charme. Ça a moins de charme. Bon, écoute, merci Benjamin pour cette belle story, cette belle chronique. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer donc le grand débat de cette émission sur l'exercice du documentaire photographique. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'exercice du documentaire photographique et en quoi les appareils moyen format permettent une écriture d'images si particulière pour les réaliser. Alors la première question que l'on peut se poser pour commencer ce débat, c'est qu'est-ce que c'est exactement un documentaire photographique et en quoi c'est différent de ce que l'on appelle le reportage. Nous avons posé cette question au photographe Wilfried Estève, également directeur de l'agence Hans Lucas. On écoute sa réponse. C'est un genre qui a beaucoup évolué depuis sa création. Au début, en fait, c'était vraiment un document qui était là pour attester. C'est vraiment une qualité de fiabilité, une preuve, source d'information objective. Ça a beaucoup évolué par la suite. C'est un document pour conserver, en fait. Il faut dire que la photographie documentaire a eu aussi des actes de censure sous le régime nazi. Au début, elle vise à tendre vers vraiment la neutralité. Chose qu'aujourd'hui, en fait, à mon avis, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Tout ça, en fait, c'est parti un petit peu à partir des années 30, en fait, avec la Farm Security Administration, qui a financé pas mal de photographes assez connus, comme Walter Evans ou Dorothea Lynch, qui ont un petit peu posé, pour moi, les bases de la photographie documentaire que j'aime bien. Aussi, ils ont pas mal codifié un code éthique dans le documentaire. Ils étaient là ils ont aussi réfléchi et pas que pris des photos. Aujourd'hui, en fait, on est dans des courants sur lesquels, en fait, moi, ce que je dénote, en fait, c'est qu'il y a à la fois des photographes documentaires qui vont du photojournalisme au documentaire
selon le marché qu'il vise en fait. Pour moi, le photographe documentaire en fait va s'octroyer beaucoup plus de temps que le photojournaliste. On est aussi sur des histoires un petit peu plus complexes à saisir, notamment sur le terrain, et qui demandent du temps. Bon, évidemment, le photojournalisme, on est sur des reportages et des sujets d'actualité, mais les deux en fait se chevauchent pas mal et peuvent faire partie un petit peu des respirations pour certains photographes qui vont de l'un à l'autre. Alors évidemment, le photojournaliste est influencé beaucoup par les médias pour lesquels il est censé travailler ou diffuser, mais la photographie documentaire est revenue en fait, et notamment chez les Français, moi je pense depuis les années 2000 en fait, elle est mieux acceptée dans le monde de l'art aussi, notamment des galeries. Je peux citer la galerie Sidan à Paris qui s'est spécialisée sur la photographie documentaire, ou la foire Photodoc en fait. Et en fait, pour moi, la photographie documentaire est un peu un luxe aussi aujourd'hui pour un photographe, dans la mesure où voilà, il va prendre le temps et aussi il va être dans de la subjectivité. Florence, est-ce que tu es en phase avec l'analyse de Wilfried? Comment t'expliquerais ce que c'est le documentaire photographique à un novice? Alors oui, je suis assez effectivement en phase avec ce que dit Wilfried et je trouve ça bien qu'il réinscrive ça dans un contexte historique, ce que j'aurais pas forcément pensé à faire, mais c'est bien de signaler effectivement des grandes étapes comme les commandes de la FSA et puis il a parlé de la Datarche, mais je pense que c'est peu plus tard, mais qu'il y a eu aussi là une prise de conscience importante du besoin de faire un état des lieux un petit peu ambitieux et global d'un pays ou d'une époque. Ce que je trouve intéressant aussi parle du temps. Bon, ça c'est une notion qui est effectivement très importante parce que on prend le temps, plus de temps peut-être. Mais aussi, moi c'est une approche plus personnelle, mais je montre le temps d'une manière différente dans un reportage ou dans un travail documentaire. Comme il le disait, le reportage, on est sur de l'actu ou à minima on est dans la volonté de parler d'une situation précise. On a un angle en général qui fait qu'on va aller vers des images d'action. Moi, ce que je vois dans ma pratique documentaire, c'est que je vais m'autoriser, par exemple, à montrer des images qui ne sont pas des images d'action, qui sont un peu des interstices, justement, dans un temps qui se déroule et qui vont donner un peu plus d'épaisseur au travail et au témoignage qui va se dérouler. Donc, alors, bien évidemment... comme il le dit aussi, le média à qui s'adresse le travail qu'on va réaliser, il a une grosse importance parce que on va souvent être dans des conditions de reportage, de commande pour la presse. Après, effectivement, ça évolue beaucoup aussi du côté de la presse. Il parle des galeries. C'est vrai que c'est effectivement la photographie documentaire a fait son entrée en galerie depuis un moment. Mais la presse s'ouvre aussi beaucoup plus à des publications moins, c'est un petit peu fort ce que je vais dire, mais moins stéréotypées, et va aussi aller chercher des travaux qui vont être un petit peu en décalage par rapport à cette volonté d'être dans le mouvement, dans l'actu, dans la photo un peu grand angle. C'est vrai pour certains types de presse, mais il y en a quand même de moins en moins. Mais on va y revenir sur la diffusion, parce que c'est un aspect très important. Concernant la dimension historique et la définition, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe, de la définition de Wilfried? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Des exemples, peut-être, de grands faits marquants dans l'histoire? Il a parlé de la FSA, en effet. Walker Evans, Dorothy Lange, c'est des gens très importants. Il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit. Oui, en fait, non, je suis assez d'accord avec Wilfried. Pour moi, c'est Walker Evans surtout, quoi. Pour moi, Dorothy Lange est moins dans l'esprit documentaire. En plus, Walker Evans, c'est un peu un théoricien aussi. Il a défini l'idée du fameux lyric documentary, donc le documentaire lyrique qui finit pas d'être analysé de différentes façons et récupéré. Mais en tout cas, bon, et lui-même... C'est quoi le documentaire lyrique ?
En on en reparlera peut-être après. Enfin, pour moi, c'est un mot-clé, c'est ce mot lyrique aussi, parce que ce qu'on va appeler poétique ou quelque chose comme ça, enfin, moi, je le traduirais comme ça. S'ajouter de la forme dans le fond. Exactement, parce que j'ai une phrase là, de Walker Evans qui disait justement que l'art n'est jamais un document, bien qu'il puisse en adopter le style. Parce qu'en fait, Walker Evans, il arrive quand même avec... Il y a deux mots, je crois, qui caractérisent un peu le documentaire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est l'idée un peu d'une forme de neutralité quand même assez importante, et de distance un peu aux événements, de distance de cadrage, on en reparlera après. Voilà, on est peut-être moins dans l'esprit Robert Capa, être près de l'action, être dans la dynamique, et un peu plus dans une forme de réflexion, de distance. Déjà d'en prendre le temps, finalement. Et c'est vrai que Walker Evans lui-même se réfère, entre guillemets, à celui qui est aussi un peu le père de plein de choses, Eugène Nadjet, donc qui mettait sur sa pancarte qu'il faisait des documents pour artistes. Donc c'était déjà l'idée de faire des documents. Walker Evans s'appuie un peu là-dessus. Puis l'héritage de Walker Evans, effectivement, mais c'est plus Walker Evans lui-même que la FSA, à mon avis. Après, il y a ces grandes commandes publiques, ça on en parlera après, effectivement, à la Datar, etc. Et après, il y a eu effectivement une volonté de développer des regards un peu sur le long terme et d'être moins pour des magazines de news ou moins des sujets où, entre guillemets, on raconte l'histoire d'une seule personne avec une volonté purement journalistique. Voilà, le documentaire prend un peu plus de distance avec ça. Et le mot distance, pour moi, est un des mots-clés du documentaire, distance physique, distance temporelle. Alors Florence, tu signes un travail documentaire, Un gardien du temps, que tu as réalisé dans le Parc national des Cévennes, au Montégoal, pendant 4 ans. De 2017 à 2021, où tu as photographié donc, les acteurs de cette station météorologique. Pourquoi il t'a fallu aussi longtemps pour faire ce travail ? Parce que je suis très lente. Non, mais c'est un peu vrai en plus. Bon, j'abordais un sujet et puis un travail un petit peu... de manière nouvelle, c'est-à-dire que je m'étais fixé de faire des portraits, par exemple, ce que je faisais beaucoup moins avant. Donc, il a fallu ce temps-là pour construire mon propos et puis vraiment trouver une écriture qui était celle que je voulais, qui s'adaptait au sujet et voilà, qui gagnait en maturité. Ce temps, il a aussi permis donc de connaître, d'apprivoiser un peu ces gens qui étaient sur place, parce que j'ai débarqué dans ce lieu. Bon, ils sont relativement accueillants. S'ils m'entendent, ils seraient. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ce temps d'échange avec les gens pour commencer à les photographier d'une manière différente et à les amener aussi vers des choses plus personnelles pour moi. Voilà. Ensuite, on parlait aussi du temps. Bon, ça s'appelle Gardien du temps. Hein, donc voilà, on est vraiment dans le sujet. C'est le temps sous toutes ses formes. Il y a une relation dans l'observatoire qui est très liée au temps. Le temps qui passe, le temps qui fait. Donc moi, je devais travailler sur des saisons différentes. Donc il a fallu que je revienne, il a fallu que je voie des choses, que je les rate parfois pour savoir qu'il fallait absolument que je les ai. Et donc je revienne exprès, et on n'est pas maître des phénomènes naturels. Donc il a fallu parfois décoller 2 jours avant parce qu'il allait y avoir un orage ou des choses comme ça. D'accord, donc concrètement, tu t'es pas installé avec une caravane pendant 4 ans sur le Montégoal. C'était des périodes de prise de vue qui se sont étalées sur 4 années. Oui, c'est ça. En fait, c'est un sujet qui se passait, qui se trouve en France, et c'était un peu le choix que j'ai fait au départ, c'était d'avoir quelque chose d'accessible, même si c'est relativement inaccessible, pour pouvoir y retourner un certain nombre de fois. Mais non, j'ai pas passé 4 ans à plein temps, sinon j'aurais changé de métier. Avant de démarrer le projet, tu sais que tu vas y consacrer 4 ans ou comment ça se passe ? Parce que ça paraît un peu fou aujourd'hui de se dire, tiens, je vais consacrer 4 ans à ce sujet. C'est un luxe, quelque part. Wilfried le dit au début. C'est un beau luxe. Il n'y a rien de plus luxueux que le temps aujourd'hui. Oui, non. Alors, pour répondre à la question, non, je ne savais pas. J'avais à minima l'idée justement d'en faire un sujet qui serait un sujet éventuellement plaçable en presse. Et en fait, en arrivant assez vite, j'ai compris qu'il y aurait de la matière à faire quelque chose de beaucoup plus étendu. Il y avait une dimension historique qui était assez importante. Il y avait beaucoup d'archives, donc le
le projet éditorial, il est venu très vite dans ma tête sur la façon dont je pouvais raconter une histoire comme ça, qui met les différentes temporalités, passé, présent. Il y avait une question sur le futur aussi, parce que c'est un lieu qui change de fonction, j'en reparlerai. Mais... Donc, je l'ai su assez vite. Après, comment j'allais le traiter, voilà, c'était aussi un terrain... Je me suis offert ce temps d'expérimentation, clairement. Effectivement, c'est un luxe. J'avais pas de financement au départ. Non, je pense qu'on va en reparler aussi. On va en parler après. Ouais. Voilà, et donc je me suis un peu, je dis ça souvent, c'est un terme pas très français, mais je me suis un peu auto-résidencée. je me suis offert une résidence là-bas. Toi, Jean-Christophe, tu as aussi un rapport au temps qui est un peu particulier. Donc voilà, on a le travail de Florence qui s'est déroulé pendant les 4 dernières années et qui aboutit maintenant avec la sortie de cet ouvrage, même si évidemment tes images ont déjà été publiées à de nombreuses reprises dans la presse. Toi, Jean-Christophe, dans ton dernier bouquin, tu ressors des oubliettes un peu, des images que tu as prises en 1991. Absolument. Alors c'est un projet un peu atypique, mais je suis plutôt quelqu'un effectivement qui aime bien prolonger des projets parallèles, en faire plusieurs, donc c'est un peu la différence avec ce qu'a fait Florence ou d'autres photographes, et puis chacun trouve son rythme. J'aime bien l'idée d'aller dans des lieux sur des longues périodes et en faisant d'autres choses au milieu et de revenir. Et là, effectivement, on fêtait les 30 ans du coup d'État qui a renversé Mikhail Gorbatchev à Moscou en août 91. Il se trouvait que j'étais là-bas, que j'avais fait des photos. C'était vraiment le tout début de ma carrière. Et donc, on faisait du film, j'avais des diapos, du noir et blanc. Et alors, je n'avais pas pu revenir tout de suite à Paris parce que ça coûtait cher l'avion. Et quand je reviens, que je monte mes photos... Moi, je voulais être reporter un peu, quoi. C'était juste... même si je savais déjà que j'étais pas vraiment un pur reporter, mais qu'en gros, en montrant mes photos, tout le monde m'a dit « Mais non, c'est pas des photos de reportage, il n'y a pas d'événement fort. » Puis, tu arrives 2 mois après l'événement. Moi, j'avais plutôt photographié la vie quotidienne. J'étais resté 1 mois et demi dans la société soviétique de l'époque. J'avais essayé moi, j'aimais bien photographier des objets, photographier des ambiances. Il se passait pas grand-chose. C'est un coup d'État que tout le monde a un peu oublié, mais c'est quand même le coup d'État qui aboutit à la fin du bloc de l'Est, de l'Empire soviétique. Enfin, c'est quand même assez énorme. Et donc, voilà, j'ai retrouvé j'avais ces photos, je m'en souvenais, j'en avais déjà publié certaines, puis j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises à l'époque, et j'ai trouvé que, 30 ans après, c'était pas inintéressant, et c'est vrai que, du coup, c'est le moment où je me suis rendu compte que je serais pas photoreporter, parce que j'arrivais pas vraiment à faire de la photo d'actu pure, ça m'intéressait moins qu'une photo un peu plus de la durée, de l'ambiance, du temps long, comme on disait tout à l'heure. J'étais plus à l'aise là-dedans, et en fait c'est un peu ce reportage qui a effectivement marqué ma bifurcation, on va dire, de plus essayer de travailler uniquement pour la presse dans l'événementiel, dans l'actualité chaude, et plutôt de partir dans des projets de livres plutôt que de sujets magazines. Et là tu parles de tes notes, quelle est l'importance du texte dans la photo documentaire? Parce qu'on a plus de temps, on peut avoir plus de temps pour réfléchir, peut-être pour écrire. Du coup, est-ce que ça aussi, ça tranche avec le photojournalisme de reportage? Oui, pour moi, ce qui tranche, c'est un peu ce que disait Florence aussi, c'est qu'à la fois le texte et les documents, puisque dans le mot documentaire, il y a document, c'est tout bête, mais c'est vrai que maintenant, on va mettre dans des livres aussi des documents d'archives, on va peut-être mettre une publicité, on va peut-être mettre, disons que de la matière, voilà. Donc c'est vrai que la photo documentaire, il faut vraiment la voir, non pas comme une succession de bonnes photos individuelles, quoi. C'est vrai que la bonne plaque du photojournalisme, c'est moins l'idée du documentaire. C'est vrai que c'est difficile en 2 photos, je ne pense pas qu'on restitue vraiment l'esprit d'un travail. Donc c'est vraiment aussi un travail sur la série et sur le mélange un peu du document, de la photo qui... Moi, je défends une photo documentaire esthétique. Je pense qu'il ne faut pas refuser l'idée esthétique. On revient à l'idée du documentaire lyrique de Walker Evans. Je trouve les photos de Walker Evans extrêmement esthétiques et très belles. C'est pour ça que je les aime. Ça veut dire quoi? Bien appliqué, bien composé, bien cadré, exposé, avec une lumière, avec un plaisir visuel, quoi. Voilà. Après, certains travaillent moins dans cette direction. Moi, je défends plutôt une idée d'un documentaire aussi. Il ne faut pas refuser l'idée de faire une photo réussie sur le plan visuel, en tout cas riche en cadrage, complexe, en lumière, etc. Mais on peut l'associer avec des documents, c'est un peu ce que je pense que tu disais pour le livre, on l'associe avec des traces et des textes écrits. Moi, il se trouve que j'écris aussi. Certains photographes sont moins à l'aise dans l'écriture. Moi, j'ai toujours trouvé pour moi, riche, j'ai toujours écrit sur mes photos, en parallèle de mes photos. Donc, des fois, je les utilise, des fois, je les utilise pas. Moi, quand je pense documentaire, je suis peut-être un peu naïf sur le sujet, mais quand je regarde un documentaire alors à la télévision, sur une plateforme, il y a une notion qu'on me raconte une histoire, il y a une notion un peu pédagogique, avec un début, un milieu et une fin. Est-ce qu'on a cette même approche dans vos réflexions ?
Le début et la fin, c'est une question qui va surtout se poser dans un livre, en fait, parce que le sens de lecture, il est qu'il y a un début, une fin. Donc, moi, je me suis posé cette question pour ce travail-là, en particulier Gardien du temps, dans le livre, et notamment aussi parce qu'il y avait vraiment, là, pour le coup, une fin assez symbolique, mais bon, t'es bien souvent plutôt dans l'évocation que dans quelque chose d'extrêmement informatif, quoi. Tu peux symboliser une fin par une image, voilà. J'en sais rien, tu peux avoir recours à des formes esthétiques, la nuit, j'en sais rien, pour parler de l'évolution d'une histoire. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté au départ de narration, ça c'est sûr. Oui, non, sur ta question, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé. Les mots n'ont plus les mêmes sens suivant les périodes et suivant les disciplines. C'est vrai que moi, encore maintenant, je pense, mais quand j'étais jeune, si on disait il y a un documentaire à la télé, quoi, t'avais qu'une envie, c'est pas de le regarder, quoi. Enfin, soyons clairs, c'était pas très attractif. Non, clairement, documentaire, c'était pas un mot très excitant, quoi. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pour moi, quoi. Et c'est vrai que le mot documentaire, dans la photo, au début, il n'était pas trop, et est devenu très tendance. Enfin, les mots évoluent, on le sait tous dans la société, les mots recouvrent le même mot en 1980 et maintenant, en 90, 2000 et maintenant, n'ont pas les mêmes sens. Et maintenant, le mot documentaire est très valorisé dans la photo. On dit à quelqu'un, tu es un reporter, il va dire non, je suis un artiste documentaire. C'est beaucoup, voilà. Après, ça pèse un peu plus, quoi. Ça pèse un peu plus. Bon, après, il y a une vérité derrière, mais il y a aussi voilà. Donc le mot documentaire n'avait pas le même sens. C'est pour ça que pour moi, la photo documentaire n'est pas tout à fait dans le même esprit que le documentaire qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. C'est le même mot, mais qui ne recouvre pas les mêmes réalités, à mon sens. Mais le documentaire peut être aussi tendance appréciée, tu vois. Arte, c'est toujours formidable, et puis ça fait 1% d'audience. Donc finalement, est-ce que le documentaire reste pas confidentiel? Et à qui s'adresse-t-il? Ou est-ce que quand vous concevez votre sujet, vous pensez déjà au type de public qui va le recevoir et du coup vous l'adaptez en fonction? Oui, c'est une question. On fait quand même des images pour qu'elles soient vues aussi, pas que, mais après, moi je réagis toujours par rapport à ce travail que j'ai fait, même si j'ai fait un peu d'autres choses, mais c'est plus simple. 4 ans, ça compte quand même. Oui. Non, mais c'était pas 4 ans en plein temps. Hein. On a bien compris. Et puis faire un livre, on en reparlera après, ça prend du temps aussi, donc ça englobe tout ça. Mais y a des, moi j'ai toujours une volonté de toucher un public qui va être un public pas forcément comment dire d'initié à la photo, d'amateur. D'initié à la photo, ouais. Ok, donc tu cherches à toucher le grand public plus. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui va parler à un maximum de gens, et en même temps ça paraît bizarre de dire ça parce que ça demande une forme de compromis, mais qui après est limité parce que tu vas vers ce que tu veux faire. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas trop d'entre-soi et qu'il y ait des choses qui puissent quand même toucher un petit peu des gens qui arrivent là et qui découvrent presque le travail par hasard ou qui sont plus attachés au sujet qu'on va montrer que vraiment amateurs de photographie, quoi. Ok, très bien. Bon, voilà, on comprend un petit peu mieux ce que c'est maintenant qu'un documentaire photographique. On va parler un peu diffusion et financement. On vous propose de réentendre Wilfried Estève de Hans Lukas qui nous donne quelques clés de réflexion pour poursuivre notre discussion. On l'écoute. On aime les photographes documentaires, on aime la photographie documentaire. On en a accepté très tôt, en fait. Je pense par exemple à des jeunes photographes comme Michel Slonka, qui fait quasiment que ça, quoi. On a dédié un site à cela, dans Hans Lukas, c'est le site que l'on appelle Long Term Project. On aurait pu l'appeler documentaire. Et d'ailleurs, dans ce site, en fait, on a eu cette année, ça c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, Romain Lorendo qui a eu 2 WordPress. Ce que je rappelle souvent aux photographes français, auteurs ou alors qui travaillent en France, c'est que quand même, on a la chance d'être plutôt bien accompagné en France par un ensemble de manières de produire le documentaire, que ce soit des bourses, des prix,
des festivals qui le mettent en avant. Je peux citer par exemple Pierre Faure qui mène un gros travail sur la France à travers France Périphérique, qui a eu le prix Camille Lepage, Roger Pic ou encore le prix Fidal de la photographie documentaire. C'est des personnes qui ont du mal à trouver des accès sur la presse. Karine Pierre aussi, qui a travaillé sur un très long travail au Liban, ou Julie Franchet, qui est arrivée aussi par des festivals à trouver les moyens de faire des choses. En France, en fait, si on regarde des structures comme le CNAP qui vont amener à des photographes qui sont en capacité, par contre, de mettre noir sur blanc dans des dossiers un petit peu leur intention, un planning, un budget, etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où on arrive à avoir une logique de dossier, on arrive à trouver les moyens de produire. Les festivals aussi amènent une partie peuvent compléter sur le budget d'un travail au long cours. Par contre, à contrario, on est par exemple on a Juan Carlos, qui est un photographe américain, qui est un des rares photographes à avoir couvert, il est dans le documentaire aussi, l'arrivée des talibans en Afghanistan. Et lui, il y est depuis, en fait, ça fait plus de 6 mois qu'il est là-bas. On est dans du documentaire. Et lui, en fait, il a réussi à trouver les moyens de publier en France une photographie, entre guillemets, documentaire, parce qu'il n'est pas sur de la hard news, mais vraiment, il prend le temps de comprendre et d'aller au-devant des acteurs, des gens sur place. Il a réussi à trouver les moyens de faire des très belles publications en presse. La photographie documentaire dans les médias, en fait, c'est quelque chose qui va avoir plus du portfolio plutôt qu'autre chose. Alors, là où je dis qu'il a eu la chance, c'est entre guillemets la chance, d'être sur un fait d'actualité assez fort. Quand on est sur la France, sur des choses beaucoup plus en douceur, en profondeur, avec le recul qu'il y a la photographie documentaire, on n'est pas sous les feux de l'actualité. Donc là, c'est plus compliqué à faire publier dans les médias et à financer. Par contre, quand on arrive à raccrocher un bon sujet, entre guillemets, intéressant, pertinent de photographie documentaire au cœur de l'actualité, là, c'est super intéressant. C'est-à-dire que les photographes tirent leur épingle du jeu financièrement. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est un petit peu antinomique. Le photographe documentaire qui est plus là, avec un regard subjectif, à traiter les choses à profondeur, n'arrive pas forcément à trouver d'emblée sa place dans la presse. Alors que le photojournaliste, beaucoup plus facilement. En fait, il faut vraiment réfléchir la manière dont on veut se projeter dans le marché quand on est photographe documentaire, et de jongler selon un petit peu l'actualité, mais aussi évidemment l'actualité, suivre les prix, les bourses à rendre en temps et en heure, ce qui est un petit peu compliqué parfois pour un photographe. Donc de saisir tout ce contexte-là. Bon, Florence, pour qu'on se rende compte un peu sur un cas concret, est-ce que tu serais d'accord pour nous dévoiler un peu la face cachée derrière Gardien du Temps? Comment t'es venue cette idée? Comment tu l'as financée? Où est-ce que tu as diffusé les images? Oui, je suis d'accord. Exceptionnellement, merci, Jean-Pierre. Bien sûr. Exceptionnellement. Mais que ça reste entre nous. Attends, alors l'idée, parce que l'idée, ça c'est... bon, enfin, cela dit, si ça, parce que je peux partir là pendant 3 heures sur l'idée. Tout ça. On essaye de faire synthétique. On va faire synthétique. Tout à l'heure, je parlais du fait que ça se situe en France, c'est pas anodin. Parce qu'avant ça, j'avais réalisé des projets très lointains, et donc qui nécessitent du coup des dépenses, des absences prolongées, et en fait, du coup, qui offrent pas forcément la possibilité d'un travail très approfondi. Donc ça avait une importance que ce soit en France. Donc j'ai vraiment cherché. Ça a vraiment été un des critères, bien sûr, pas le seul. Ensuite, alors moi personnellement, et ça c'est vraiment du luxe, mais j'aime bien avoir aucune contrainte au départ. Là vraiment, j'avais envie, comme je disais, d'expérimenter, donc je voulais pas du tout avoir de compte à rendre. Et donc, je me suis autofinancée sur ce projet. Et grâce à les travaux de commande que je fais à côté, en fait, on a une petite trésorerie personnelle. C'est un investissement. Exactement. Donc, c'est un pari de faire ça parce qu'on n'est pas sûr de récupérer ses billes. Mais déjà, voilà, moi, j'avais très envie. Je sentais vraiment que ça valait le coup de faire ce projet. Et puis, donc, ça a payé, puisque au bout de, je sais plus quand c'était, 2 ans, j'ai commencé à montrer ce travail, et j'ai approché la presse en me disant que il s'agit
quand même d'un sujet de société. Il y a un observatoire météo, il est en train de fermer, ça parle de métiers qui disparaissent, ça fait écho à plein d'autres disciplines scientifiques comme ça, et puis plein de métiers qui deviennent obsolètes. Bon. Il y a une histoire humaine aussi très importante. Ça se passe dans une campagne où ce lieu est très emblématique et une institution pour les gens. Donc voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le... Non, mais pour séduire le diffuseur, alors tu t'y prends comment ? Tu leur vends déjà l'histoire, entre guillemets, tu montres quelques images, tu leur dis quand est-ce que tu vas la voir ? Comment ça se passe très concrètement, oui. Ouais. Bah, tu fais un PDF. Tu écris, donc moi j'aime aussi. Ça peut effrayer certains médias de dire il va falloir attendre tant de temps avant d'avoir non, sujet. Non, mais là, moi je ne l'ai pas joué comme ça. Hein. Je ne l'ai pas joué, produisez-moi le sujet. Je suis arrivée avec les images, j'ai publié des images qui étaient déjà faites. Donc, parce que bien sûr, tu peux arriver avec une idée de sujet, ça se fait encore un peu, mais bon, c'est compliqué de se faire produire par la presse aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas. J'ai pas une collaboration très régulière avec la presse, donc j'essaye très peu de faire ça. Par contre, arriver avec le sujet produit, c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne plus facilement parce que là, les images parlent. Et moi, j'avais quand même un peu étendu dans ma façon de travailler, puisque j'avais démarré sur un style très reportage, donc j'avais beaucoup d'images de quotidien, etc. Donc je me suis dit ça va les intéresser, je vais leur donner ça. Et alors c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Moi j'ai été surprise des choix qui ont été faits, qui allaient vraiment beaucoup plus vers l'aspect un peu onirique du projet, avec ces portraits qui étaient parfois un peu mis en scène. Donc ça posait la question justement de... On parlait de... On est dans l'irisme là. Ouais, et puis on est justement dans la définition des limites du documentaire. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise aussi à faire avec le sujet. Sans trahir le propos initial. Sans trahir, justement, même pour être plus fidèle au propos, parce que moi, c'était vraiment ça ma question, c'était comment on parlait d'un métier comme ça, où on est en lien avec le... Donc, ces images, elles ont été beaucoup reprises par la presse, et donc pour répondre aux questions initiales, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, Arthur, je ne suis pas sûre d'avoir fait vraiment le calcul, mais ça m'a, à minima, remboursé tous mes frais de production. Donc ça a été un pari gagnant. Après, il y a eu des ventes de tirages lors des expos. Il y a eu des expos, donc des droits d'exposition. Donc finalement, il y a une petite économie qui s'est mise en place et qui a permis vraiment que le calcul soit bien. Et Wilfried évoquait aussi l'importance des festivals, des bourses. Comment on se prépare à ça quand on est photographe? Toi, Jean-Christophe, quels conseils on peut donner à des photographes qui veulent participer? Il y a des temps forts dans l'année, il y a des festivals ou des bourses plus importantes que d'autres? Non, mais c'est vraiment ça maintenant le métier de photographe, quoi. En fait, c'est un peu faire des photos, mais c'est beaucoup trouver les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors avec des contraintes, effectivement, on reste plus en France. Moi, j'ai des projets lointains aussi que j'arrive pas à monter parce que c'est des gros budgets. Et puis bon, il y en a d'autres qui arrivent aussi parce que tout à coup, on peut postuler à des résidences. Il y a beaucoup de résidences. On peut faire des auto-résidences, comme tu dis. Voilà, parce que des fois, c'est où tu prolonges quelque chose, ou des fois, tu es invité quelque part. Moi, des fois, je suis invité pour faire une expo, donc je loue l'expo et je reste plus longtemps sur place. Ça me donne une idée pour commencer quelque chose. J'ai commencé une petite série à travers 3 résidences sur des petites villes françaises. C'est la série French Town. Donc chaque fois, je fais moi-même un petit livre après. Alors moi, je suis vraiment un obsédé du livre, donc je fais toujours une restitution par livre. J'ai travaillé longtemps dans la presse, c'est peut-être pour ça que j'ai plus trop envie, enfin j'ai bien envie d'être publié dans la presse, mais je sais que c'est compliqué, je connais un peu le mécanisme de la presse, donc j'ai aussi envie d'être un peu indépendant de ces recettes-là. En revanche, c'est le même principe, c'est de louer des expos, c'est d'essayer de vendre des tirages, mais il y a toutes ces aides, il y en a beaucoup finalement, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de faire des dossiers. Ce que dit Wilfried Estève est très juste, les dossiers c'est très chronophage, il faut expliquer son propos, et souvent on est quand même 200 pour au final une bourse ou deux. Donc c'est bien d'en faire, mais c'est compliqué, il y a des spécialistes de ça, il y en a qui sont très très forts là-dessus, et je dis bravo à eux, quoi. Chacun ses spécialités, mais on arrive assez bien, si vraiment on a cette idée un peu chevillée au corps et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive toujours globalement à trouver un moyen à terme de le faire. Et on revient à Viviane Meyer ou à d'autres choses comme ça. Pour moi, c'est ça le métier de photographe, quoi. C'est clairement se donner
la force, l'ambition, le courage, tout ce qu'on veut, et d'arriver à faire son truc et d'être un peu... On est toujours un peu producteur de son travail. C'est fini le temps où on pouvait juste aller voir quelqu'un, bon, sauf si on est peut-être, il y en a 3 ou 4 en France qui peuvent aller voir quelqu'un et être financé. On n'est plus financé. Donc, c'est fait partie de notre métier, à la fois de financer le sujet et à la fois de s'occuper d'après, de faire vivre le sujet. Parce qu'aussi, il suffit pas de le faire, quoi. Il faut le faire vivre et c'est un vrai boulot, quoi. Ensuite montrer son travail, ensuite démarcher pour des expos. Et puis, une fois que le livre est sorti, c'est pas fini, tu vas voir. Je veux dire, c'est vrai que le livre, après, il faut le faire vivre pour qu'il soit acheté parce que... Mais il reste. Donc, au moins, il est là, il reste. Tu vois, Arthur parlait tout à l'heure de ton bouquin qui sort sur des images faites il y a 30 ans. Non, mais moi, je suis évidemment, on est tous fanatiques du livre. Mais disons que ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette logique et le métier de photographe, c'est tout ça, quoi, en fait. C'est vrai que la prise de vue est un moment, mais que le métier comprend tout ça. C'est pas juste faire des photos. Ouais, c'est une course de fond. Pour un projet, ça fait pas forcément rêver, mais au moins c'est concret, quoi. Non, mais c'est concret. Mais c'est vrai que, bon, à côté, il y a des activités qui sont un peu plus rémunératrices. Bon, on peut avoir une commande ponctuelle, on peut avoir des bonnes surprises, heureusement. Voilà. De toute façon, moi, j'avais retenu une phrase de quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître un peu et qui m'a vraiment intéressé, qui était Robert Delpire, donc le fameux éditeur, celui qui a publié Cartier-Bresson, Koudelka, et qui était quelqu'un de très pragmatique et pas du tout compliqué. Il m'a dit, écoute, ce qu'il faut, il faut faire. Voilà. Donc moi, j'ai écouté, je fais. Voilà. Et en fait, les choses arrivent quand on fait et non pas quand on se dit qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire. Il faut faire. Et puis il y a quand même des moments exaltants, faut pas croire. Il y a des gros découragements, puis il y a des moments de joie intense quand ça marche et que ça avance. Donc, et ça, c'est bien, c'est un peu d'adrénaline aussi. Bon, alors on a défini ce que c'était un documentaire photographique, comment on le construit, on a parlé production, on a parlé diffusion, on n'a pas encore vraiment parlé de photos et de prise de vue. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, parmi les outils qui sont à disposition des photographes et qui souhaitent adopter cette fameuse écriture documentaire, les appareils type moyen format séduisent. Ils offrent déjà une qualité d'image supérieure au 24-36 et sont beaucoup plus maniables que la traditionnelle et glorieuse chambre photographique. Le photographe Jean-Luc Bertini, qui a réalisé un projet au long cours, American Solitude, qui est publié chez Actes Sud, nous parle de son appareil, un boîtier 6.7 argentique, moyen format donc. On l'écoute. En commençant mon projet sur les États-Unis, je savais que je travaillerais au moyen format et en couleur. J'utilisais le moyen format et plusieurs modèles, d'ailleurs, depuis plusieurs années, dans le portrait surtout, mais également dans un travail que j'avais commencé en 2004 sur la mer Noire et qui aura été déterminant, je crois, dans mon projet américain par la suite. Ce boîtier, qui est un 6.7 en fait, il se manie comme un gros Leica et j'apprécie plusieurs choses. Voilà, sa maniabilité, sa légèreté, la luminosité de son verre de visée et cette frontalité qu'il offre. C'est une sorte de petite chambre en fait. Et puis on fait peu d'images avec, ce qui force à l'économie et donc à la précision. Et évidemment on a du détail dans le négatif et donc dans l'image, plus qu'on en aurait en 24-36. J'ai souvent pensé dans ces voyages que j'étais une sorte de cow-boy armé d'un 10 coups. Classe comme témoignage, hein? Florence, toi, tu as commencé gardien du temps en 24-36, puis en cours de route, tu es passé au moyen format GFX Fujifilm. Explique-nous un peu pourquoi. Alors, moi, je travaillais comme Jean-Luc au moyen format argentique pendant longtemps. J'ai travaillé avec ça pour les projets perso. Pour des raisons économiques, le projet à l'Observatoire, je l'ai commencé en numérique, donc avec mon matériel numérique qui était du 24-36. Mais en fait, j'avais vraiment très envie de retrouver un peu cette esthétique du moyen format qui donne un velouté dans les flous et puis vraiment une rigueur dans la prise de vue qu'on avait moins, parce que comme Jean-Luc le décrit, avec le moyen format argentique, on est plus précis. J'avais eu l'occasion d'essayer ce boîtier, le GFX là, de Fuji, sur un salon, et j'ai demandé à Fuji de me le prêter, et ça a été accepté. Donc ça, c'est super de pouvoir
embarquer des boîtiers comme ça. Et en fait, j'ai assez vite compris que pour ce que je voulais faire, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, moi je suis dans une photographie assez lente. Il y avait des choses qui se posaient. J'ai fait poser les personnages pour les portraits. Et puis sur les paysages extérieurs, il y avait une forme d'attente un peu de la bonne lumière. Donc je n'étais pas dans des mouvements vraiment très prononcés sur le travail là-bas. Donc, et en même temps, j'avais besoin, parce que je projetais aussi des expositions, j'avais besoin de ce piqué exceptionnel que peut offrir le boîtier. Et en même temps, cette maniabilité dont il fait état aussi, qui est t'es dehors, il y a au Mont-Igual, il y a des pointes de vent à, je sais pas, 150, c'est quand même assez. C'est des conditions climatiques un peu violentes des fois là-bas. C'est très violent, donc je pouvais pas. J'ai aussi bossé un peu à la chambre il y a longtemps. Je pouvais pas du tout me permettre ça. Donc le GFX, il a permis un peu ce compromis-là, sans et puis vraiment avec une qualité sublime de l'image. Faut quand même le dire, il y avait une restitution des couleurs. On est très proche de l'argentique, donc en termes de grains aussi, c'était très satisfaisant le résultat de ce boîtier-là. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'héritage de Walker Evans et son documentaire lyrique. L'outil photographique peut être au service de l'écriture documentaire finalement. Ah oui, absolument. Enfin, moi, j'ai souvent écrit là-dessus en disant que c'est pas l'appareil photo qui évidemment fait la photo, mais le choix de l'appareil photo fait partie d'un choix esthétique. C'est-à-dire, on fait un sujet avec un réflexe 24-36, avec un Leica télémétrique, avec un moyen format. Moi aussi, j'étais un grand adepte des moyens formats argentiques, donc ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas cité la marque, mais je pense qu'ils parlaient d'un Mamiya 7. Voilà. Je sais pas, c'était un Mamiya 7. C'est un Mamiya 7 parce que j'aime bien mais parler. Jean-Luc l'a pas dit. Non, mais bon, voilà. En plus, voilà. Donc moi, j'ai plutôt eu un Mamiya 6. Voilà. Donc mon livre sur Tokyo est fait. Moi, je suis plutôt en photo de rue. J'aimais bien l'idée du défi, et c'est une photo un peu plus difficile à faire, mais du coup, on est plus concentré. Enfin, c'est ce que dit tout le monde un peu, je pense. Et puis il y a cette idée de distance que je disais tout à l'heure aussi. On a moins de possibilités. Et souvent, quand je fais aussi des workshops, je dis genre, mais il faut que ça soit, qu'on ait des frustrations, des photos qu'on puisse pas faire, comme ça on se concentre sur ce qu'on peut faire. On peut pas utiliser de longue focale, on peut pas forcément être très près, voilà. Et puis j'avais aussi un boîtier que j'adore, qui est un Hasselblad 500 CM, voilà, qui est un réflexe moyen format, et c'est pas du tout pareil qu'un télémétrique moyen format. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, mais ça a un autre rendu, ça a un autre velouté. Après, j'ai eu un 6.7 Fuji, justement, en argentique, le dernier qui est sorti, là, le 670W, qui est magnifique aussi. Voilà. Et c'est vrai que tous ces moyens formats, en fait, il n'y a pas un moyen format. On va dire, il y a différentes écoles de moyens formats, et c'est ça qui était intéressant en argentique. Mais tous avaient cette contrainte un peu d'une photo un peu plus posée. Comme il dit, on a 10 vues dans un film. Ça coûte assez cher aussi. On revient quand même à cette contrainte-là. Donc, on est beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus. En numérique, c'est vrai que ça va être un peu moins différent parce qu'on n'a pas cette contrainte du nombre de vues aussi, mais on retrouve la même. On a la lourdeur des pixels et des fichiers, hein. Le 100 millions de pixels, il est très chouette, mais il y a toujours avec un moyen format, même en numérique, cette volonté de prendre un petit peu plus son temps, de peut-être de cadrer Absolument. Un peu plus précisément. Mais on fait quand même plus de photos. Enfin moi en tout cas, parce que j'ai aussi essayé le Fuji. Moi personnellement, j'ai un Pentax moyen format première génération que j'adore, que je sais que dans une de vos émissions, Faut pas pousser, vous l'avez carrément balayé d'un revers de la main. Les réflexes. Le Pentax 645D, le premier que j'aime beaucoup, avec voilà, qui est très lent. Alors lui justement, il est vraiment lent, c'est-à-dire qu'il met 20 secondes à faire apparaître la photo derrière, donc j'utilise pas l'écran arrière. C'est vraiment le moyen format et j'adore son rendu et j'aime cet appareil et puis c'est tout. Mais quand vous avez écouté, je m'étais dit vraiment ils ont oublié le Pentax. Mais voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est pas du tout la même chose que le Fuji, qui est une autre logique qui se rapprochera plus. Enfin peut-être tu me détromperas, mais effectivement du Mamiya ou de c'est une vision un peu télémétrique, même si c'est un viseur électronique. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un viseur différent, mais il y a quand même cette maniabilité, ce rapport avec un... Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul moyen format, il y en a plusieurs, mais avec cette idée toujours de quelque chose de plus pensé, de plus distant, et puis bon, il y a la qualité d'image qui permet aussi de...
faire des grands tirages, de recadrer et d'avoir cette réserve de pixels. Pour rire, je dis souvent que dans les gros capteurs, les pixels sont heureux, quoi. On le voit sur la photo, quoi. Alors que quand j'ai des petits appareils avec des petits capteurs, je sens les pixels trop serrés, quoi. Je les sens pas heureux quand je tire ma photo. Et donc j'aime bien les pixels, rendre les pixels heureux. Vivons heureux, vivons sur des grands capteurs. Bon, je vais mettre un terme à cette discussion, à ce grand débat. C'est très technique, le bonheur du pixel. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'expérience, de l'exercice du documentaire photographique. Florence, Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Florence, c'est toi qui commences. Interdiction de prononcer le nom de Viviane Mayer. Ah oui, je ne remonterai pas jusque-là, puis je laisserai les spécialistes en parler. Ce qu'on s'est dit, c'est la définition, replacer l'histoire du documentaire dans le contexte historique et puis définir un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est intéressant pour les auditeurs, se rappeler cette notion du temps, donc du temps long du projet. Mais moi, je tiens donc aussi à ça, cette histoire de l'expression du temps dans ces travaux-là, qui du coup n'est plus le temps forcément de l'action et qui vient un petit peu étoffer le propos et la narration. On l'a très vite évoqué, mais les libertés qu'on peut prendre aussi dans le documentaire, ça je l'ai évoqué sur qu'est-ce qu'on s'autorise et dans quel but. Tu veux dire d'un point de vue esthétique surtout? Ouais. Moi j'évoquais les mises en scène, mais voilà, qu'est-ce qu'on met au service du propos et de l'histoire qu'on veut raconter? Il y avait un WordPress qui avait été destitué puisque le photographe avait reconnu avoir fait des mises en scène. Donc il y a une distance aussi dans la mise en scène à trouver. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas là où on fait ce distinguo avec la photographie de reportage qui se doit un petit peu d'être fidèle à la réalité? On pourrait effectivement en faire une très grande question. Mais je pense que justement, dans cette photographie documentaire, il y a vraiment cette possibilité de prendre des libertés comme ça, d'explorer des limites. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un documentaire photographique? En la synthèse, je dirais peut-être qu'en fait, le mot reportage, pour moi, maintenant, a un peu explosé, quoi. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose, quoi. En fait, donc, pour aller très vite, je dirais qu'il y a 3 familles photographiques dans le reportage, peut-être pour faciliter la compréhension par les auditeurs. Il y a pour moi vraiment ce qu'est le photojournalisme, qui a dans son mot même le mot journalisme. Donc, c'était quand même principalement fait pour la presse. Et là, il y a ceux qui font de l'actualité chaude, du hot news. Il y a un événement, il y a un attentat, il y a un tsunami. Enfin, c'est souvent des moments un peu tragiques quand même. Et puis, il y a ceux qui construisent des histoires, qui suivent un médecin de campagne ou qui vont travailler qui vont faire un sujet magazine. Ça, on est dans le photojournalisme. Après, dans un autre domaine, il y a aussi dans le reportage quelque chose qui, moi, m'est cher et sur lequel je travaille beaucoup, qui est la street photo. Je suis en train de préparer un livre sur la question. Je fais des entretiens avec des gens des historiens un peu sur cette question-là, parce que pour moi, la street photo, justement, maintenant, c'est émancipé du reportage, au sens où il n'y a pas d'événement fort dans la street photo. C'est la photo de la banalité, du théâtre, de la rue, mais c'est pas des sujets, entre guillemets, c'est plutôt une photo de l'errance, mais qui raconte la société. Et j'en ai parlé avec Michel Poivert, justement, qui est un historien de la photo, et il y a une différence entre la photographie documentaire de départ et une photographie qui finalement a une visée documentaire, mais qui au départ n'est pas forcément faite pour être un document. En vieillissant, une photo prend une donnée documentaire, souvent un peu, qui n'est pas forcément prévue au départ. Et puis entre les deux, il y a cette photographie documentaire qui pour moi est la version un peu moderne du reportage au sens qu'on l'entendait avant, qui est de prendre un sujet, d'essayer de le mener à bien, et aussi le mener à bien avec son propre rythme. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec d'autres outils, d'autres appareils photo, une autre temporalité et une autre forme de diffusion,
prioritaire, c'est rarement la presse qui est la diffusion prioritaire d'un sujet documentaire. Ce sujet est fait pour être à la fois, c'est ça qui est excitant, à la fois en presse sous des déclinaisons, un peu ce que tu racontais tout à l'heure, une portion, on va dire, voilà, mais aussi en expo et aussi en livre. Donc c'est un travail un peu qui inclut plusieurs destinations photographiques qui est intégré dès le départ. Alors dans le photojournalisme, au départ, on intègre quand même l'idée de la presse prioritairement, de l'actualité, et la légende est beaucoup plus importante. Dans le documentaire, on va plus pouvoir être subjectif, on va plus pouvoir justement se prendre des libertés avec la mise en scène. Enfin, on revendique sa signature et on ne dit pas que ce qu'on montre est l'événement brut, pur. Souvent, c'est des événements assez faibles, donc il n'y a pas vraiment de vérité à restituer, purement journalistique. Florence, c'est quoi les principaux obstacles à surmonter quand on se lance dans un projet de documentaire photographique ? On en a parlé déjà. C'est éviter le découragement qui peut arriver trop vite. Tu nous parlais de phases dures et de grandes joies. Ouais. On voit des fois les photographes comme des gens très solitaires par rapport à des vidéastes qui sont entourés d'équipes, etc. Est-ce que ça veut dire que tu en parles avec des confrères ou pendant les résidences, tu en profites pour partager un peu tes doutes ou... Oui, alors moi j'ai une grande chance, je me suis rendu compte de ça assez tard parce qu'effectivement j'ai rencontré des photographes qui étaient extrêmement seuls dans leur pratique. Moi j'ai fait partie d'une agence pendant 12 ans, Picture Tank, et j'ai vraiment une famille professionnelle avec qui j'échange constamment en fait sur... un petit peu sur les pratiques, les doutes. On se montre des images et ça, c'est super important parce que effectivement, après, dans le temps de la production, on est un petit peu seul face à son travail, à son sujet. Et on va passer par plein de phases de doutes. Quand, j'en sais rien, au bien fondé de ce qu'on fait. Enfin, c'est pas bien fondé, c'est pas le mot exact, mais... Est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que vraiment qu'on tient un projet, on continue d'y croire assez longtemps et finalement, il y a quelque chose, c'est assez instinctif. Il faut vraiment, je pense, suivre un petit peu son instinct. Et puis, les difficultés, oui, après, c'est faire des paris un petit peu, faut prendre des risques. Donc, il faut pas avoir trop peur, quoi. Ou tout simplement faire, comme disait Robert Delpierre, voilà. qu'on a cité pendant l'émission. Non, mais c'est vrai que être dans l'action. Et puis tu disais le grand risque, donc pour rire souvent je dis, le risque de la photo documentaire, il y a quand même un petit risque à mon avis esthétique, c'est de faire des photos que je vais appeler un peu chiantes pour être clair. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une photo assez statique souvent, donc c'est vrai que des fois, moi je me pose cette question et puis quand j'en parle avec d'autres, c'est vrai qu'il faut arriver à faire une photo parce que aussi l'idée de la diffusion va passer aussi par une photo on revient un peu à l'idée de l'esthétique ou des choses comme ça. Voilà, je pense aussi que c'est un moyen de faire passer son sujet, d'essayer de faire des photos parce que la photo est moins dynamique en général et moins spectaculaire. Quand on parlait tout à l'heure de la photo animalière, elle va plus plaire directement. La photo de reportage, d'action, la photo de guerre, c'est beaucoup plus excitant d'entendre parler un photographe de guerre parce qu'il va parler de l'actualité. Un photographe documentaire, le danger, le risque, c'est de faire quelque chose d'un peu ennuyeux. Et donc, il faut... moi, en tout cas, je me pose chaque fois cette question, parce que pour nous, c'est pas ennuyeux, parce qu'on est dedans, comme toutes les histoires qu'on se raconte, mais comment faire passer une histoire avec des cadrages assez posés, assez calmes, assez bien faits, mais assez, des fois, répétitifs. Comment faire passer son sujet sans faire, au final, un livre, une expo, une restitution qui peut paraître ennuyeuse, quoi. Et donc, c'est ça un peu le défi. Il faut trouver son public. Je pense, oui, après, il faut garder son style, mais il faut... moi, c'est une question aussi que je me pose, moi, en tout cas, et que je me pose, parce que des fois, moi, j'ai fait beaucoup de photos que, quand je les montre, je vois bien que certaines séries ennuient les gens. Moi, elles ne m'ennuient pas, mais... Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un appareil type moyen format est pertinent pour l'exercice du documentaire photographique ?
Il est pertinent parce que l'usage d'un outil nous change notre façon de photographier. Souvent, on choisit des appareils, j'entends les tests et tout ça, et je trouve ça très utile, mais on parle que de la qualité d'image ou des choses comme ça. Or, pour moi, ce qui compte avant tout d'un appareil photo, c'est en gros son ergonomie, sa taille, son poids et son viseur. Et souvent, je dis aux gens, vous faites le même parcours avec un petit appareil, avec un gros, les mêmes lumières, un aller-retour, et vous ne ferez pas les mêmes photos suivant l'appareil que vous avez. C'est pas que l'appareil sera mieux ou moins bien, c'est pas une question de meilleure qualité, c'est une question que psychologiquement, on n'est pas pareil. Suivant l'appareil qu'on a, c'est comme, souvent je compare avec la musique, c'est comme jouer du violon ou du violoncelle, ça peut être assez proche et c'est très différent parce qu'on n'a pas le même outil. Et donc avec un moyen format, on va nécessairement voir des choses différentes parce qu'on se programme un peu en fonction de ce qu'on a. C'est un peu la même histoire que le noir et blanc et la couleur. C'est-à-dire que quand on décide de faire du noir et blanc, on voit noir et blanc. C'est pas un choix par défaut après. Et là, le moyen format, c'est l'idée aussi qu'on se met dans une autre logique, dans une autre concentration, et l'appareil lui-même nous emmène dans une autre façon de photographier, parce que souvent on l'a pensé avant, quoi. En fait, une photographie se fait jamais sans une pensée avant et une pensée après. Merci. Florence, tu veux ajouter quelque chose ? C'était assez complet, effectivement. Je pense que tu disais que ça détermine un peu aussi la condition mentale dans laquelle on se met, c'est même en fait physique. Hein. Tu parlais du violon, du violoncelle, mais effectivement, on a un positionnement et donc tu faisais très justement référence à la distance tout à l'heure. Je pense que voilà, il y a la façon dont on tient le boîtier, il y a bien évidemment aussi la focale qu'on utilise qui vont déterminer un petit peu comment on se place par rapport au sujet et ça va être le prolongement d'une intention qu'on veut donner justement dans le projet. Après, moi, j'évoquais aussi tout à l'heure la rigueur un peu qu'impose le moyen format parce que on a beaucoup moins le droit à l'erreur que sur du 24-36. Il y a un champ de netteté qui est super fin, donc on ne peut pas se tromper. Donc on est obligé de se poser, vraiment de caler son cadrage et sa mise au point beaucoup plus précisément. Et je rajouterais juste un petit point, il y a aussi la façon dont on est perçu par les autres dans le cas d'un portrait ou une photo. C'est-à-dire on paraît plus sérieux ou plus intimidant aussi. C'est à double tranchant. Hein. Moi, j'ai toujours remarqué ça et j'en ai parlé avec pas mal de photographes, même qui utilisaient la chambre. On est souvent mieux accepté avec des gros appareils qu'avec des petits, parce qu'on n'est pas associé à des paparazzi ou à une photo volée. On nous voit, c'est franc. C'est un appareil honnête et franc. En fait, quand les gens nous voient, souvent, on prend son temps pour cadrer. C'est vrai qu'on va, Donc, même moi qui ai fait de la street photo en moyen format, un peu, parce que pour démontrer qu'on peut en faire, et ça pose pas de problème. En fait, c'est pas la grosseur de l'appareil qui crée son côté agressif. Bien au contraire, c'est souvent des petits appareils qui paraissent plus intrusifs, plus louche d'une certaine façon. Et moi, j'ai souvent remarqué que le moyen format était bien accepté surtout avec les appareils où on baissait la tête, là, en fait, où on cadrait un peu. Tu retrouves un regard. Il y a quelque chose qui fait que la personne se sent aussi prise au sérieux, qu'on est. Et c'est des appareils qui sont beaucoup moins connus du grand public, donc ils attirent vraiment la curiosité. Les gens viennent dire mais c'est quoi votre boîtier ? Ah oui, ça t'arrive toi qu'on te dise tiens c'est quoi ça ? Ah oui. Ouais. Ça m'arrivait déjà avec le Mamiya 7 très souvent. Tout à fait. Ouais. Ça crée des contacts. Enfin, j'ai des souvenirs à New York comme ça de gens dans le métro. Je l'avais en bandoulière, ils venaient tous me parler. Mais c'est quoi ? Donc, et sur le Fuji, c'est un peu pareil. Ouais, ça intrigue les gens qui sont un petit peu amateurs comme ça. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Est-ce que vous avez bien compris la consigne ? Et qu'est-ce qu'on gagne ? Rien du tout. Le droit de revenir et faire une émission sur Viviane Meyer. Je commence avec la première question qui nous vient d'une dénommée Pascal et qui t'est adressée. Jean-Christophe. Pascal se demande si tu devais nous donner 5 photographes à absolument connaître pour s'inspirer, ce seraient lesquels ? Alors, on va dire Lee Friedlander, Robert Frank,
on va dire Walker Evans, on en a parlé pour la photographie documentaire. Mario Giacomelli. Et un 5e, je vais mettre un Français, je mettrai... Bon. Je mettrai Willy Ronis. Parfait, 30 secondes. Deuxième question qui nous vient d'une certaine Amélie qui t'est destinée. Florence, quel est le projet photographique que tu rêves de faire ? Alors moi, je rêve de partir au Kerguelen. Parce que donc les îles Kerguelen, c'est dans l'océan Austral, il n'y a rien. Il fait une météo absolument dégueulasse, donc ça c'est déjà deux choses qui me plaisent. T'aimes bien les trucs météo, hein, j'ai l'impression. Oui, je suis bretonne d'origine. Donc j'aime bien les ciels chargés. Et je suis je m'intéresse beaucoup à la science et aux scientifiques et à leur personnalité un peu farfelue. Parfait, je te remercie. Troisième question qui nous vient d'un certain Didier qui t'est destiné. Jean-Christophe, Didier se demande quel est l'appareil que tu préfères utiliser et pourquoi ? Alors, j'aime bien utiliser plusieurs appareils, donc je vais le décevoir parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui part toujours sur le terrain avec au moins 2 appareils très différents. Et donc en ce moment, je pars beaucoup avec un très gros et un tout petit, donc avec mon moyen format numérique, on en parlait tout à l'heure, le Pentax, à défaut d'avoir un autre pour l'instant, et avec un Ricoh GR3. Donc voilà, comme ça, j'ai un tout petit et un très grand. Et quand j'en prends qu'un, je prends le Leica M. Voilà. Et le GR3 40 mm, il te parle ? Ben écoute, j'attends toujours qu'on me le prête pour l'essayer et que je fasse un petit papier pour vous. Et il n'y en a pas actuellement en prêt. Et visiblement, il faut qu'on ressonne à la porte de Ricoh. Ils les ont tous réservés à des précommandes. Donc j'attends. Très bien. Et enfin, dernière question. Une question qui vous vient de moi. Une question qui tue. Qui est pour vous le plus grand photographe de tous les temps ? Vas-y, commence. Non, vas-y toi, moi je... Non, en fait, celui qui pour moi, ça veut rien dire, évidemment, on est tous d'accord là-dessus, quoi. Donc, moi, celui qui reste un peu celui qui m'inspire le plus, je l'ai dit tout à l'heure en premier, c'est Lee Friedlander. Alors, c'est pas le plus grand, mais c'est celui parce que j'aime bien, parce qu'il a fait plein de choses différentes, et chaque fois, je trouve que c'est très intelligent. Et moi, je suis assez sensible à qui est une notion un peu compliquée à définir, à l'intelligence photographique dans les photos. Florence, tu n'échapperas pas à la question. Je sais pas, non. Dis un nom. Moi, du coup, ça bloque là. Ça bloque. Question bâtard, tu dirais quoi toi, Arthur ? Viviane Mayer. Allez. Ouais, c'est ça. Bon, et toi, Benjamin, alors ? Moi, mais c'est très subjectif comme la photo documentaire. La question qui tue, qui tue. Moi, ce serait Nachtwey, mais pour des raisons, parce que moi, il m'a influencé de diverses manières par le cadre, par l'approche de ces sujets, mais c'est plus dans le photojournalisme. Mais voilà, on peut en débattre parce que j'ai évolué aussi depuis, donc peut-être qu'il y en a d'autres que je pourrais citer. Ah non, moi je trouve ça affreux de faire des choix comme ça. Bon, moi j'essaierai de ressortir cette question qui est bien dérangeante à d'autres invités pour qu'on puisse un peu comparer les réponses. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Florence, Jean-Christophe, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités respectives ? Florence, pour commencer. Eh bien moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arthur, j'ai un livre qui va sortir très très bientôt, Gardien du temps, aux éditions de Juillet, qu'on pourra trouver en librairie, j'espère, avant la fin du mois de novembre. Et je prépare... quelques expositions, dont une qui va s'ouvrir à Brest sur un nouveau projet qui s'appelle Homo Aquaticus, là où je suis partie vraiment sur des personnages liés à la mer. Voilà. Jean-Christophe, ton actualité en ce moment ? En fait, là, ça va se calmer un petit peu. Là, j'ai eu une période où j'ai eu pas mal d'expos. Il y en a une qui vient de se terminer en Suisse sur... l'horlogerie, il fallait parler du patrimoine immatériel de l'horlogerie, de savoir-faire immatériel. C'était un beau défi. Donc, oui, il y a le livre sur l'URSS que je continue un petit peu à exposer, à présenter. Puis j'en fais un autre sur une résidence qui est la série French Town dont j'évoquais tout à l'heure. Donc, je vais sortir le volume sur Saint-Brieuc. Tu voulais rajouter quelque chose, Florence ? Oui, j'ai oublié de dire que donc moi, je suis en résidence avec l'imagerie de Lannion et j'aurai aussi une exposition au printemps prochain là-bas de restitution. Parfait. De ce grand projet Homo Aquaticus.
Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux et vous êtes les bienvenus quand vous voulez de nouveau à ces micros. La semaine prochaine, c'est le grand retour des désormais traditionnels guides de fin d'année avec les sélections des meilleurs boîtiers hybrides et optiques pour faire plaisir ou se faire plaisir à Noël. On vous propose donc 2 rendez-vous. Jeudi prochain pour le guide dédié aux boîtiers avec les journalistes Bruno Labarbère et Louis Royer des numériques, puis jeudi 2 décembre pour le guide optique avec de nouveau Bruno Labarbère et Pierre-Marie Salomez de Chasseurs d'images. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.